Soyons beaucoup plus pragmatiques. Aujourd'hui, le chef a annoncé la révision ou le changement. Mais il a projeté aussi une commission qui sera mise sur pied dès l'année prochaine, au mois de janvier. Cette commission multidimensionnelle, multisectorielle, va étudier la question. Mais aujourd'hui, nous nous mettons aussi là pour réfléchir. Mais si oui, il faut qu'on revoie la Constitution, qu'on révise. Pourquoi la réviser? Je voudrais que quand nous sortons ici, nous sortons avec quelque chose. La Constitution actuelle de 2006 sera révisée à cause de 1, 2, 3, 4. Elle n'est plus adaptée aux circonstances. Nous devons répondre avec objectivité à cette question. Alors, sans tarder, on n'a pas le temps. Je voudrais seulement, une fois de plus, recadrer le débat. Donc, soyons plus pragmatiques. Changement ou révision, oui. Oui, changement, oui, révision. Pourquoi? Quelles sont les lacunes que l'actuelle Constitution dispose, présente? Quelles sont les lacunes pour qu'elle soit révisée ou changée? Merci beaucoup. Nous passons au deuxième intervenant. Merci, monsieur le modérateur. Je vais essayer d'être assez pratique et pragmatique, en essayant de rester dans les limites du temps qui m'est imparti. Je commencerai par vous poser une petite question, mais vous n'êtes pas obligé de répondre directement. Quelle est la caractéristique fondamentale de la vie? Je vais y répondre. La caractéristique fondamentale de la vie, c'est le changement. Nous naissons d'une union entre notre père et notre mère, ou notre papa et notre maman. Nous devenons un embryon, et puis un fœtus, et puis un nouveau-né, et on évolue comme ça d'étape en étape. On est enfant, on passe à l'adolescence, on passe à l'âge adulte, et l'âge adulte a différentes, n'est-ce pas, différentes étapes jusqu'à la vieillesse et la mort. Donc la vie ne peut pas se concevoir sans changement. Et de ce fait-là, les sociétés non plus ne peuvent se concevoir sans changement, et de la même façon, les institutions ne peuvent en aucun cas, disons, se prévaloir sans changement. Donc il n'y a rien qui est immuable. Si ce principe de base est posé, alors je vais rapidement enchaîner avec le reste du propos sur lequel je voulais vous entretenir. En fait, la Constitution, même si je ne suis pas juriste, a deux piliers fondamentaux. Le premier, c'est l'identité. L'identité, en fait, ça signifie qu'est-ce que le peuple veut, comment est-ce que nous voulons être définis, comment est-ce que nous voulons vivre dans un espace déterminé. Le deuxième pilier, c'est l'idée du droit. Qu'est-ce que ça signifie? L'idée du droit signifie, n'est-ce pas, le régime sur lequel nous aimerions être dirigés. Il y en a qui aimeraient être dirigés par un roi ou un monarque. Il y en a qui aimeraient être dirigés par un dictateur. Il y en a qui aimeraient être dirigés par un président de la République. Et alors, on tombe dans le concept de la démocratie qui, à mon sens, doit être redéfini dans le cadre de notre pays parce qu'il entretient beaucoup de complaisance et beaucoup de pis-aller. On fait tout, on essaie de se justifier en disant « mais c'est la démocratie ». Ce n'est pas ça la démocratie. Je ne vais pas entrer dans les détails. Éventuellement, je peux remettre, n'est-ce pas, au modérateur certains éléments pour approfondir la réflexion avec des références des gens qui ont écrit sur les différentes, n'est-ce pas, les différentes formes de la démocratie. D'où vient la guerre qui nous est imposée chez nous? La guerre qui nous est imposée chez nous a ses sources, son origine, à partir de la conférence de Berlin. Elle s'est tenue entre novembre 1884 et février 1885. Au cours de cette conférence, les puissances de l'époque, États-Unis, Angleterre, France, Allemagne, pour ne citer que les plus principales, je laisse de côté l'Espagne, le Portugal, ainsi de suite, avaient décidé, n'est-ce pas, d'attribuer le territoire du Congo au plus faible d'entre eux, ou le plus petit, mais je préfère dire le plus faible, qui était le roi des Belges, donc le Bordeaux. Mais, dans les délibérations de cette conférence, ils avaient décidé que le tiers du territoire du Congo soit consacré au commerce international. Ça signifie, ce serait leur, disons, plan de jeu.
ces puissances-là allaient avoir totale autonomie sur le tiers de notre territoire. Bon, l'évolution du monde étant ce qu'elle a été, ce projet avait déjà sémé, n'est-ce pas, les graines de ce qu'on appelle la balkanisation. Malheureusement, ou heureusement pour nous, ça ne s'est pas réalisé depuis la fin de la conférence de Berlin jusqu'il y a quelques années. Parce qu'il ne faut pas oublier que, après la conférence de Berlin, quand on a remis, n'est-ce pas, le Congo aux mains du roi Léopold II, il y avait ce qu'on appelle le domaine marial, qui était justement les 2 tiers du Congo qui appartenaient en propre au roi belge. Il y avait 1 tiers qui appartenait aux puissances de l'époque, puissance mondiale de l'époque. Et puis, donc, de 85 à 1908, le roi belge avait totale autorité sur la portion du territoire qui était la sienne. De 1909, je crois, oui, de 9 à 1960, on est passé, n'est-ce pas, sous la colonisation belge, et après 60, nous avons connu les différentes époques que vous connaissez. Maintenant, puisqu'ils n'ont pas su réaliser la balkanisation pendant ce temps-là, il fallait bien trouver un moyen ou un proxy pour faire cette balkanisation, n'est-ce pas, à leur place. Le régime de M. Mobutu étant vieillissant et devenant de plus en plus faible, le risque d'implosion était tel qu'ils se sont décidés, n'est-ce pas, de le précipiter carrément dans la fosse. Et c'est ce qui est arrivé en, disons, comment dirais-je, en instrumentalisant, voilà, c'est ça le terme que je cherchais, une alliance armée composée par l'Ouganda, le Burundi et le Rwanda, qui ont formé l'AFDEL. Donc l'AFDEL n'a fait qu'à chercher, n'est-ce pas, à matérialiser, n'est-ce pas, le projet de balkanisation. Parce que, et c'est là que j'aimerais attirer votre attention, l'article 2 de l'AFDEL dit ceci: le sol et le sous-sol du Congo appartiennent à l'Alliance. Si on a cette phrase-là ou cet article-là en tête, ça signifie que tout est dit. Donc, nous perdons notre souveraineté, nous perdons l'intégrité nationale de notre territoire. Et alors, qu'est-ce que nous devenons? Nous devenons des chichi-boys, nous devenons des hommes à tout faire, nous devenons un groupement d'individus sans culture, sans alliance, sans reconnaissance. Alors, à cause de ça, nous pensons que la loi fondamentale du pays doit être complètement changée afin que nous puissions être en mesure d'assurer la souveraineté de notre pays et l'intégrité territoriale. En matière de souveraineté, permettez-moi de vous dire que la souveraineté, c'est comme un état de grossesse. On ne peut pas être enceinte et ne pas être enceinte au même moment. C'est impossible. Ou bien on est enceinte, ou bien on ne l'est pas. La souveraineté, c'est pareil. Ou nous sommes souverains, ou nous ne le sommes pas. Et pour ma part, je me dis que la position intransigeante qu'a prise le président de la République en ce qui concerne tout le tralala sur le dialogue opère et obéit à cette notion-là. Alors, pour ne pas retenir la parole pendant très longtemps, je me suis permis de mettre par écrit quelques propositions pour être beaucoup plus concret. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? En partant de ces prémices selon lesquelles le sol et le sous-sol du Congo appartiennent à l'Alliance, et que cet article-là, en fait, non seulement conditionne, mais pose un décret, n'est-ce pas, sur la prééminence des troupes étrangères sur notre pays, il faut absolument que nous puissions avoir des propositions concrètes. Je ne me suis pas amusé à les énumérer toutes. Il y en a beaucoup qui sont déjà dites dans les médias, mais celles qui m'ont semblé importantes, du moins pour moi, sont les suivantes. Je vais juste les lire rapidement, comme ça nous gagnons en temps. Les propositions sur le plan structurel. Donc, la question de la souveraineté nous impose à mener une guerre implacable à tous les proxys des multinationales et des puissances étrangères qui sont à l'origine de ce projet de balkanisation. 2. Il faut conserver l'intégrité territoriale
est bien le mentionné dans la nouvelle constitution. 3. Il faut supprimer le Sénat qui est budgétivore. À ce sujet, j'aimerais, avec l'équipe qui va composer le dernier mémorandum, que nous puissions nous atteler à un petit exercice qui va consister à calculer, n'est-ce pas, les salaires et les émoluments des sénateurs, à les convertir en écoles à construire en province, à les convertir en stations photovoltaïques dans les provinces, à calculer le nombre de forages que nous pouvons installer dans les différents territoires. Point 4, ou proposition 4, il faut supprimer toutes les structures budgétivores, parmi lesquelles une structure comme au Conseil du changement des mentalités. Excusez-moi, mais pour moi, ça c'est du bidon. On ne change pas une mentalité par un décret. On change une mentalité à partir de l'éducation, des règles qu'on impose au niveau de la société, des mesures qui sont prises pour faire respecter ces règles-là. Et à ce moment-là, il y aura comme un effet de synergie et d'inertie. Tout le monde va commencer à obéir. Maintenant, en ce qui concerne les propositions suprastructurelles, je vais aussi les lire très rapidement. 1. Les fonctions régaliennes doivent être exclusivement réservées aux Congolais, de père et de mère, et d'épouses de père et de mère. Là, je dois citer Noël Tchani, pour rester tout à fait honnête. Ça ne vient pas de moi, ça vient de M. Tchani, et je pense qu'il a tout à fait raison sur le plan des principes. 2. Pas d'octroi de nationalité congolaise aux ressortissants des pays limitrophes. 3. Ne réserver le petit commerce qu'aux nationaux. 4. Perte du statut civique, c'est-à-dire pas de mandat électif en cas de corruption de tout individu condamné pour corruption. 5. Publication des salaires de tous les fonctionnaires au journal officiel. 6. Supprimer les salaires des députés, qu'ils soient nationaux ou provinciaux, au profit des jetons de présence. Comme ça se fait d'ailleurs dans tous les pays. C'est en fait, si cette proposition ne passe pas, nous avons le vécu quotidien qui nous montre que les députés ne sont là que pour un enrichissement personnel. Et cela ouvre la porte à la corruption. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur.